Alors, déjà, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce jeudi numéro 5 de la FEMS qui va avoir une forme un petit peu particulière cette fois. Donc, les autres séances étaient consacrées à une thématique d'échange et de partage. Et suite au jeudi numéro 3 sur les acquisitions dans les musées de société, a émergé l'idée de lancer un groupe de travail pour échanger plus spécifiquement entre collègues, entre structures, sur nos politiques d'acquisition respectives. Puisque aujourd'hui, dans les musées de société, nous nous rendons compte qu'il y a pas mal de problématiques partagées, notamment pour les structures qui sont musées de France. Alors, je crois que ça concerne une majorité de structures présentes aujourd'hui. Et donc, parmi les participants qui viennent de toute la France, donc déjà, je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce temps d'échange. Nous aurons la présence de Bénédicte Roland-Villemot du service des musées de France, donc, qui représente l'État. Et nous allons Bonjour, vous bonjour. proposer. Bonjour Merci Bénédicte. Aurélie, mais je devrais vous quitter à 10 heures. Je suis désolée parce que j'ai une autre réunion après. Nous allons être d'une redoutable efficacité, Bénédicte. Et puis, donc plus largement, donc nous allons vous proposer un temps de présentation dans un premier temps, autour de 4 structures qui ont souhaité témoigner de leur état de réflexion, de leur questionnement, histoire de lancer un petit peu le débat. Et donc, je vous demanderai à chacun de faire bien attention pour la captation et l'enregistrement vidéo de cette séance, de bien couper les micros lorsque vous ne vous exprimez pas. Donc vous avez la possibilité, bien évidemment, de lever la main pour demander la parole et de participer aussi de manière écrite via le chat. Donc je serai attentive à la relance des questions. Et donc, voilà, je pense qu'à partir de ces échanges, nous aurons pas mal de questions qui vont émerger. Donc l'idée d'être sur un groupe de travail, quand même participatif, donc n'hésitez pas à bien solliciter la parole, à poser vos questions, c'est l'objectif. Donc il y aura, des suites, à donner à cette nouvelle rencontre. Et donc je vous propose de démarrer dans le vif du sujet par une présentation de Florence Coutier, qui est directrice scientifique et culturelle du musée des Maisons Comtoises, musée de plein air situé à Nancray dans le Doubs. Voilà Florence. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer donc de partager mon PowerPoint si ça fonctionne. C'est en train de charger, je ne sais pas si vous allez le voir apparaître ou pas. Donc en attendant que ça charge, donc effectivement Florence Coutier du musée des Maisons Comtoises de Nancray, un musée qui est, on va dire, qui a une histoire commune avec le musée Comtois de la Citadelle que dirige Aurélie. Donc on aura l'occasion sans doute d'en parler un peu parce que sur la problématique de nos collections, on a souvent des échanges à ce sujet. Alors je vois que je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint ou pas. Non, on ne le voit pas. Après, c'est vrai qu'il y a souvent un petit délai. Ouais. Si ça marche. Moi, Marjolaine, peut-être comme je vous l'ai envoyé, je ne sais pas si vous pouvez peut-être essayer de le... Ah, quoique, si c'est en train de s'ouvrir. Ah, ça fonctionne, oui. Ça charge. Bon. Voilà, c'est parfait, on voit bien. Bonjour. Excusez-moi. Donc voilà, je vais essayer de tenir donc les 10 minutes, mais ça ne devrait pas poser de soucis. Donc un point rapide en fait sur la situation actuelle au musée. On a à peu près 22 000 objets de collection et pour lesquels on a en fait que 50% d'objets inventoriés. Je précise que dans ces 22 000 objets, je compte également nos maisons collections puisque c'est vraiment les collections phares en fait du musée. C'est des maisons qui ont été démontées de leur lieu d'origine et remontées sur le site de Nancray. Donc, qui sont intégrés, qui font partie intégrante des collections. Et donc, en plus, donc, environ 22 000 items donc, sur des thématiques
très, très variés hein, pour les communs au musée de société, mais du matériel agricole, des objets de la vie domestique, quelques ouvrages, tableaux également, des objets liés à l'artisanat. Voilà, tout ça donc conservé sur le site du musée dans différents espaces. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors j'ai fait un rapide bilan hier soir des acquisitions sur les 10 dernières années. C'est à peu près 150 acquisitions pour un total de 450 objets ou lots. Et donc parmi ces acquisitions, en fait, 75% sont des dons, puisque on a des appels en fait quasi quotidiennement de personnes qui souhaitent nous donner des objets ayant appartenu à leur famille. Alors ça peut être lié à des décès de parents, de proches qui du coup viennent à vider complètement des fermes ou des maisons et se tournent vers nous en espérant que les objets ayant appartenu à leur famille trouvent place au musée. Donc ce qui implique un travail de tri et de sélection qui est assez conséquent. Donc les acquisitions, c'est l'essentiel les dons, pardon, c'est l'essentiel de nos acquisitions. On a quand même un budget alors qui est vraiment très très modique. Hein, je l'ai affiché là, 200 €. Donc on va pas très loin avec ça. Il était de 3 000 € en 2010, mais en fait, ça s'explique aussi en partie parce que, je l'expliquerai tout à l'heure, la problématique, c'est que les acquisitions pour les collections, mais aussi pour les aménagements muséographiques et pour le service de médiation, en fait, sont intégrées dans un même pôle, on va dire. Donc, les 3 000 € servaient essentiellement à de l'acquisition plus muséo, on va dire, que des collections dans un but scientifique. Et puis le dernier point sur notre situation actuelle, qu'on a évoqué lors du dernier jeudi, hein, le fameux passage en commission. Pour nous, ça remonte à 2014 en fait, puisque après en 2015, la conservatrice de l'époque et directrice est partie en retraite. Donc comme c'est elle qui présentait donc les acquisitions en commission, ça s'est pas fait depuis son départ. Et moi, donc, je suis arrivée en 2018 et le dossier que je prépare chaque année pour la commission, je tente de le préparer et j'arrive jamais au bout, ce qui fait que je ne suis toujours pas passée en commission d'acquisition depuis mon arrivée. Mais là aussi, j'aurai l'occasion d'en parler. Donc voilà, sur les problématiques qu'on rencontre sur la question des acquisitions, parce que ce que je disais à l'instant déjà, c'est en reprenant ce qui a été fait dans les années précédentes, finalement, c'est le fait que les acquisitions englobent à la fois ce qu'on acquiert dans un but de le faire rentrer vraiment en collection et de l'inventorier, et ce qu'on a pu acquérir dans un but soit pédagogique, soit muséographique, donc pour l'aménagement des intérieurs de nos maisons. Donc c'est aussi lié, cette confusion, au fait que même si on n'a pas forcément eu une politique d'acquisition très proactive dans les dernières années, comme c'est des dons que l'on reçoit finalement, dans un lot d'objets qu'on peut nous proposer, il y a des choses qu'on va effectivement intégrer en collection parce qu'elles ont un intérêt scientifique au regard de ce qu'on peut déjà avoir dans nos collections ou au regard des informations, des objets, de leur origine géographique par exemple. Et puis, dans ce même lot d'objets qu'on nous propose, d'autres objets qu'on va accepter, on va dire, puisque ça fait un peu partie du deal, on va dire, avec les donateurs, c'est qu'ils ont très souvent beaucoup de mal à laisser partir un seul objet et à ne pas nous proposer un lot complet. Et donc, dans ce lot, on va avoir du matériel qu'on ne va pas faire entrer en collection parce qu'on en a déjà soit de multiples exemplaires de ce même objet ou alors qu'il n'a pas forcément d'intérêt pour les collections en tout cas. Et donc, on va prendre quand même chez le donateur, mais qui sera utilisé uniquement à des fins d'utilisation pédagogique ou muséographique. Ce qui fait que c'est un peu compliqué quand on fait le bilan de nos acquisitions de savoir qu'est-ce qui relève vraiment des collections scientifiques et du reste.
L'autre problématique que l'on rencontre, sont nos conditions de conservation, en termes à la fois on va dire, d'espace disponible et puis aussi de climat, de conservation. Donc là, j'ai un petit exemple de notre réserve principale, donc sur la photo du dessus, et puis deux autres espaces de réserve en dessous. Donc à la fois, c'est très saturé et on a des conditions de conservation qui sont très mauvaises. Avec des objets et des contenants qui sont totalement infestés, ce qui fait que ça va influencer aussi notre façon nos choix dans les acquisitions, puisque des fois on peut avoir de très beaux objets qui nous sont proposés en don, qui ont vraiment un intérêt au regard de ce qu'on peut déjà avoir. Mais malheureusement, on sait que si on prend ces objets qui sont dans un très bon état de conservation, si on les installe dans nos réserves, on sait que quelques mois après, l'état de conservation de ces objets sera catastrophique. Donc en fait, on en vient à refuser des dons, non pas parce qu'ils ne nous intéressent pas, mais parce qu'on n'a pas les conditions nécessaires pour assurer une bonne conservation. Donc dans ces cas-là, autant que possible, on renvoie les donateurs potentiels vers d'autres structures qui seraient plus susceptibles que nous, en tout cas, de conserver ces objets. Mais donc voilà, ça fait partie aussi des critères, malheureusement, pour nous. Et encore pour quelques années, puisque notre projet de réserve est en cours, donc ça va vraiment changer la donne dans les prochaines années. Ce qui conditionne aussi les choix qu'on peut faire, c'est les informations liées aux objets, puisque la plupart des donateurs en fait ont très peu d'informations. Soit c'est parce que c'est des choses qu'ils ont retrouvées chez des parents ou grands-parents, mais des objets qu'ils n'ont jamais vus en fait utilisés, voilà, ou des fois des personnes qui achètent des anciennes fermes et qui veulent se débarrasser de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est problématique pour nous, puisque là, dans des acquisitions antérieures, en fait, on a des fois très très peu d'informations. Donc pour valoriser les objets, pour les étudier, c'est vraiment un manque. Et puis la dernière problématique qu'on rencontre encore assez peu, mais qui va se poser dans les années qui viennent, c'est les critères de sélection pour les objets contemporains, puisque dans notre politique d'acquisition future, on souhaite se concentrer sur la période de 1950 jusqu'à 1970 et après jusqu'à même plus récemment. Et donc on est face en fait à des objets qui ne sont plus fabriqués en Franche-Comté, ce qui est un de nos critères en fait jusque-là, des objets liés à l'artisanat, des objets de la vie domestique qui étaient vraiment fabriqués dans la région. Et on sait qu'à partir des années 1950, on n'est plus du tout sur ces mêmes critères, puisque les objets de consommation, on va dire, courante sont fabriqués partout ailleurs, en France et même à l'étranger. Donc ça fait partie on va dire, des interrogations qu'on a aujourd'hui sur quels critères on doit appliquer pour ces acquisitions, au-delà de leur origine, de leur lieu de fabrication. Et puis, je termine pour être dans les temps, du coup, sur nos perspectives d'avenir. Donc, déjà, une nouvelle politique d'acquisition qui est liée à un nouveau PSC qui a été validé la semaine dernière. Et donc, pour lequel, je disais, on va se concentrer maintenant sur, à la fois en termes de période, pour compléter nos collections, également sur du patrimoine, alors qui n'est pas au sens patrimoine immatériel, mais on va dire ce qui va accompagner certains objets. Je pense notamment à tout ce qui est lié à la publicité, par exemple, qui illustre des objets qu'on pourra avoir en collection, que ce soit sur de l'électroménager. Donc là, les photos, par exemple, que je vous montre ici, c'est une acquisition de 2019 d'un ensemble, en fait, d'une personne décédée, mais qui avait conservé, en fait, tous les objets électroménagers depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a pu récupérer, en fait, dans une seule maison, on a pu voir l'évolution d'objets de la vie quotidienne. Donc, c'est ce qui était très intéressant. Et puis, l'autre problématique aussi qu'on se pose, c'est lié à les objets agricoles.
les outils, les machines agricoles, puisque là aussi, si on veut compléter en fait la période entre 1950 et aujourd'hui, on est confronté forcément à un problème de taille, hein, puisque on n'est plus sur des outils agricoles à main tels que la faux ou le râteau, mais sur des objets qui sont extrêmement volumineux. Et donc là, on a fait, nous, le choix, en fait, de partir sur l'acquisition plutôt de modèles réduits, en fait. De se dire que la plus grosse machine qu'on a aujourd'hui en collection, c'est une moissonneuse-batteuse. Et que sur le plan, on va dire, technique, depuis la moissonneuse-batteuse, on n'a pas fait mieux, en fait. Ce qui va changer, ça va être l'apport de technologies, enfin, de numérique, l'installation de GPS, de systèmes de contrôle, etc. Mais sur un plan purement technique, en fait, une moissonneuse-batteuse aujourd'hui fonctionne à peu de choses près comme les premières moissonneuses-batteuses. Donc voilà, c'est le choix qu'on fait stratégiquement de se dire ben, ça ne sert à rien d'acquérir des tracteurs plus récents ou d'autres machines agricoles de ce type qui seraient compliquées à la fois à présenter et à conserver, et de se dire que voilà, pour parler des évolutions plus récentes en termes de technologie, on peut, avec d'autres moyens, donc des modèles réduits, aussi des présentations, on va dire, numériques, 3D par exemple, on peut parler de l'évolution de ce machinisme agricole sans avoir la problématique des collections vraiment réelles 3D à gérer, quoi. Et j'en ai terminé, je suis arrivée au bout de mes 10 minutes. Voilà. Merci Florence. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse enchaîner parce que je pense qu'il y aura des questionnements très croisés avec toutes les structures présentes. Si on commence à rentrer dans le vif des questions, peut-être maintenant, on risque voilà, de dériver. Mais j'ai noté quand même en questionnement principal, finalement, la question des critères de tri, de sélection qui était vraiment au cœur de vos problématiques. Avec plusieurs points effectivement qui ressortent. Comment catégoriser objet témoin et versus, on va dire, objet frontière. La question du volume, de l'espace, du renvoi vers le réseau, comment on travaille peut-être en collectif. Donc c'est là aussi que ça va être intéressant d'échanger ça en groupe de travail. Il y a la question des objets muets, je pense qu'on partage aussi à peu près tous, et bien évidemment la question du contemporain. Donc, je pense que c'est des points sur lesquels on reviendra vraiment utilement dans la conversation ouverte. Et donc, ce que je propose, je te remercie vraiment Florence pour cette présentation, c'est qu'on donne la parole aux collègues de l'écomusée du Davio. Avec plaisir. Alors, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, vous avez la fin. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. A priori, c'est le début, là, c'est bon. C'est le début. Bon. Donc bonjour à tous. Donc, je suis Carole Biron, chargée des collections à l'écomusée du Davio, qui fait partie des musées de France. Donc, on est un site ouvert de plus de 5 hectares à la visite, disposant de différents bâtiments représentatifs de l'architecture rurale du Marais breton vendéen, avec différents espaces d'exposition qui permettent la présentation de collections qui ont été principalement constituées dans les années 80. Donc, on est sur des objets qui ont été collectés par le biais principalement de dons dans les années 80, même si on continue encore à récupérer des propositions régulièrement. Du point de vue des collections, le dernier bilan qui a été fait remonte au récolement qui a été terminé en 2014. Donc, on est sur un total d'environ 1388 objets
dont 967 sont propriété de la communauté de communes qui est en gestion du musée. De nombreux dépôts sont encore présents et on a 344 objets appartenant aux collections d'usage sur lesquels je vais revenir après parce que ces collections d'usage nous posent de nombreuses questions du point de vue des acquisitions et justement des passages derrière en commission d'acquisition pour régulariser tous ces dépôts et dons qu'on récupère régulièrement. Donc, comme pour la précédente présentation, on est sur des collections assez variées, mais somme toute communes pour des musées de société, avec principalement des objets relatifs à des costumes maraîchers, des outils agricoles et relatifs à l'artisanat local, qui représentent une grosse partie de nos objets, même si on a également une part beaux-arts et une part non négligeable de clichés et cartes postales qui viennent compléter toutes ces collections. Donc, on est actuellement en pleine réflexion puisque nous allons commencer à travailler sur le PSC d'ici 1 an, le rédiger puisque pour l'instant, on n'en a pas, et revoir par conséquence la politique d'acquisition pour la formaliser et éventuellement la redéfinir, sachant que pour l'instant, ce qui nous guide dans les acquisitions, c'est de collecter dans nos collections des objets quotidiens témoignant de la vie maraîchine et des transports dans le Marais breton vendéen. Donc, comme pour le musée des Maisons Comtoises, nos acquisitions passent principalement par le don de particuliers. Le lien avec les donateurs est très important pour nous puisque c'est la principale voie d'acquisition de ces objets. Et on a un petit temps de latence puisque le dernier passage en commission d'acquisition remonte à 2009. Donc on a quelques années de retard de plus que le musée des Maisons Comtoises, mais je pense que c'est le cas pour de nombreux musées. Et se pose du coup la gestion de ces dons depuis 10 ans, qui ont été inscrits ou pas sur notre inventaire annexe en tant que collection d'usage. Donc, j'ai fait un petit bilan pour préparer cette présentation, ce qu'on n'avait pas fait depuis quelques temps. Et en fait, ces 10 dernières années, ces dons qui ont été inscrits ou pas représentent environ 289 objets, dont seulement 54 ont été inscrits en collection d'usage. Donc, on est sur 250 objets qui, pour l'instant, sont en stand-by, n'ont pas réellement de statut et sur lesquels il va falloir statuer rapidement. Donc, on espère pouvoir monter des dossiers pour les commissions d'acquisition les plus proches. On espère pouvoir faire ça dans les temps et pouvoir régulariser progressivement tous ces dons. Et donc, forcément, en étant face à ces acquisitions, plusieurs questions se posent. Donc, finalement, je vais être assez redondante avec les questions posées par Florence Coutier, puisqu'on est confronté à peu près aux mêmes problématiques, à savoir la distinction et la distinction entre l'inventaire réglementaire de nos collections et l'inventaire annexe, puisque finalement, le passage en collection d'usage à vocation de manipulation, de médiation ou à but pédagogique se fait presque systématiquement depuis plusieurs années au musée, sachant que certains de ces objets qui sont collections d'usage sont actuellement exposés, donc derrière vitrine, et ne sont pas accessibles, ce qui pose question sur ce statut de collection d'usage, en tout cas de notre côté. Et également, on fait face encore à l'afflux de propositions de dons. C'est assez actif en ce moment. Je pense que les différents confinements ont obligé les personnes à faire du tri dans leur grenier et ils se sont tournés vers nous. Donc finalement, on est assez rassurés parce que les donateurs nous ont bien identifiés. Par contre, derrière, le tri et la sélection des objets pour les intégrer ou pas aux collections reste une grande question pour nous, puisqu'on dispose de nombreux objets. Alors, est-ce qu'on les intègre
parce qu'ils sont représentatifs de quelque chose que nous n'avons pas, ou parce qu'ils sont représentatifs de quelque chose qu'on a déjà, mais qui présente une petite différence qui pourrait être informatif. Est-ce que, pareil, comme on fait le tri dans les lots, puisque généralement les donateurs arrivent avec plusieurs objets qui n'ont pas forcément tous la même importance scientifique pour nos collections, et les informations sont généralement également assez éparses. Il faut leur tirer un peu les vers du nez pour arriver à récupérer des informations sur les objets, puisque au départ, la plupart nous disent on a très très peu d'informations, et puis en grattant un peu, au final, on arrive à récupérer des informations sur certains objets. Et bien évidemment, là, vous avez des photos des dernières propositions de dons que nous venons de récupérer. On a les conditions de conservation. Donc, quand on est sur des petits objets, on arrive à les conserver correctement, puisqu'on a des espaces de réserve dédiés où on peut contrôler le climat sans trop de difficultés, puisqu'on a depuis quelques mois des réserves adéquates. Par contre, sur certains objets comme les charrettes, les grands outils agricoles, ça pose plus de problèmes, puisque là, les espaces de stockage sont plus contraints et sont déjà occupés par les nombreux dons précédents des 30-40 dernières années. Donc voilà un petit peu l'état de nos questionnements qui rejoignent la présentation précédente. Donc finalement, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas trop dépasser mon temps, et puis on pourra revenir sur ces questionnements après les présentations. Merci. Alors effectivement, on voit déjà des grands croisements se dessiner. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il était intéressant d'enchaîner finalement les présentations, parce qu'on va tous se retrouver à un moment ou à un autre dans cette question du statut des collections. Donc c'est un point qu'on a déjà abordé avec Bénédicte Roland-Villemot dans le cadre du jeudi 3. Parce qu'il y a quand même une question de domanialité particulièrement sensible dans le cadre des musées de France. Donc on y reviendra pendant les échanges ultérieurs. Et donc je propose qu'on enchaîne par la présentation du musée de Bretagne. Alors, je vais partager mon écran également. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, oui, c'est bon. Donc, moi, je vais vous présenter. Donc, je suis Fabienne Martin-Adam. Je suis responsable de la cellule inventaire et documentation des collections au musée de Bretagne. Dans la cellule, on s'occupe forcément des acquisitions et de leur inscription au registre d'inventaire. Et en fait, je vais vous présenter un bilan de nos 5 dernières années d'acquisition. Alors, la collection du musée de Bretagne, en fait, c'est une collection partagée avec l'écomusée de la Bâtinais et l'écomusée du Pays de Rennes. Donc, en fait, on a une même collection, un seul inventaire pour nos 2 musées. Donc, en fait, notre politique d'acquisition, elle est vraiment inscrite au sein du projet scientifique et culturel qui a été écrit par Céline Chenas en 2015, où un long chapitre est consacré aux collections. Et ce PSC définit des grands axes d'acquisition. En fait. Des grands axes d'acquisition, des grands principes d'acquisition, et aussi des champs à compléter, à creuser, ou des champs à diminuer un petit peu parce qu'on a déjà beaucoup de choses. Alors, pour faire un petit point sur les chiffres, je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure que c'était une collection importante en quantité. On a sans doute plus de 700 000 items dans la collection. Voilà, et on continue à recevoir beaucoup, on rentre encore beaucoup d'objets dans les collections. Donc, en 5 ans, on a reçu 74 dons, ce qui représente 6 989 items, sans compter un gros fonds de négatifs photographiques d'à peu près 40 000 négatifs photos. Et on a effectué 61 acquisitions payantes, ce qui représente 1593 items. C'est très précis. Je vais vous donner un rapport entre les dons et les achats. Donc, on a quand même en général une majorité de dons. L'équilibre reste le même selon les années, sauf en 2020 où, à la différence de la collecte précédente, nous, on a peut-être
eu moins de propositions de dons parce que les gens étaient peut-être... enfin, on a imaginé que les gens étaient occupés par autre chose que... Voilà, mais peut-être qu'on se trompe. Hein. Donc, aussi des achats, des collectes certaines années, et puis on a aussi des affectations, donc d'autres services de la ville de Rennes, par exemple, qui vont nous remettre des objets qui sont affectés au Musée de Bretagne, et puis quelques transferts de collection les 2 dernières années également. Alors pour le budget, c'est très variable. Vous voyez qu'on a des petites années à 2 993 €, et voilà, jusqu'à l'année dernière, on était à 71 000 €. Voilà, donc on a un budget plutôt important en acquisition. Alors la toute petite année 2016 et 2017 aussi s'explique par le fait qu'on a commencé un chantier des collections art graphique cette année-là, et qu'en accord avec la collectivité, enfin, on leur avait proposé de baisser notre budget d'acquisition pour consacrer le budget alloué aux acquisitions habituellement à ce gros chantier des collections art graphique. Voilà, donc en tout, c'est quand même 225 000 € sur 5 ans pour les acquisitions. Donc uniquement les achats. Alors après ces quelques chiffres, je vais vous rappeler, enfin voilà, je vous présente les grands principes scientifiques qui sont inscrits dans notre PSC. Donc, pour nos acquisitions, donc on vise des acquisitions qui vont représenter les modes de pensée de la population bretonne, du territoire, qui vont présenter l'intelligence technique et sociale, les progrès qui ont pu se faire dans la région dans plein de domaines différents. Pour le territoire, on est sur la Bretagne des 5 départements historiques, donc Loire-Atlantique comprise. On va aussi faire en sorte de s'intéresser à la continuité au contemporain. Donc là, dans nos critères, par exemple, ça va être l'usage d'un objet qu'on avait déjà dans les collections, un objet qui a évolué, qui n'est pas tout à fait le même, mais qui sert au même usage actuellement. Donc ça peut être un critère d'acquisition pour le contemporain. On a aussi un collectage de terrain qu'on essaye de faire le plus possible. Et puis la légitimité du principe de l'usage sur le lieu de création. C'est-à-dire qu'un objet, même s'il n'a pas été créé en Bretagne, si son usage est breton, est avéré breton, on estime pouvoir le rentrer dans les collections. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit bilan des acquisitions. Donc, dans les collections classiques, on va dire dans les collections ethnographiques, on a continué sur l'existant, alors avec une petite baisse parce que les grosses collectes ont eu lieu dans les années 70 à 90. Ce sont des collections qu'on rentre moins maintenant parce qu'on a déjà des collections importantes, et aussi pour des problèmes de place dans les réserves. Même si on sait que dans 5 ans, on aura de nouvelles réserves, mais actuellement, nos réserves sont vraiment saturées. Donc, rentrer du matériel agricole, rentrer du mobilier, actuellement, c'est vraiment compliqué. On y réfléchit vraiment beaucoup avant de dire oui à un donateur. On a également rentré des collections vestimentaires. On continue à garder cet axe-là. Des collections liées à des pratiques ludiques et des collections liées à l'intime, à la famille. Alors, pour vous donner un aperçu, voilà, alors, donc les collections ethno, là, on avait toutes... nos acquisitions sont souvent liées à des projets d'exposition. Là, vous remarquerez les petits sachets de graines. Effectivement, c'était lié à une exposition sur la graineterie à l'Écomusée du Pays de Rennes. En arrière-plan, on a eu aussi des acquisitions liées à une exposition sur le thème des Landes et du défrichage des Landes à l'Écomusée. Également une exposition qui s'appelait Boire. Donc voilà. C'est vrai que on complète nos fonds quand les fonds ne sont pas suffisamment renseignés sur tel ou tel sujet et qu'on ne trouve pas en collection publique pour des prêts. On va compléter les fonds en lien avec des sujets d'exposition. Des textiles aussi beaucoup. Alors là, essentiellement des dons. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en général la famille, le donateur qui a porté le vêtement parfois, et parfois les descendants qui nous racontent dans quel cadre était porté le vêtement, etc. Donc là, on a vraiment un lien très particulier au donateur, que vous aussi devez retrouver dans vos institutions. Voilà, des objets liés au jeu. Et puis, voilà, des objets plus intimes, donc divers et variés, mais toujours documentés, bien évidemment. Hein. C'est comme vous, on prend toujours des objets dont on connaît l'histoire. Dans nos axes d'acquisition aussi, on a aussi le besoin de renforcer les fondamentaux, c'est-à-dire renforcer les collections qui montrent comment la construction identitaire de la Bretagne s'est faite.
C'est un axe d'acquisition et qui sera bientôt mis en valeur dans une exposition l'année prochaine. Donc ici, on a une carte de la Bretagne Keltia par René-Yves Creston. Et ces motifs qui montrent en fait la construction identitaire, donc le triskel sur des motifs de broderie, le point de broderie bigoudin, les fêtes bretonnes qui peuvent avoir lieu en costume, pas du tout rennais à Rennes. Voilà, toutes ces marques de la création de l'identité bretonne. Aussi, en archéo, on a accueilli 150 pièces en dépôt. Donc, on a depuis des années un accord cadre avec le SRA qui fait que les dépôts, les résultats des fouilles d'Ille-et-Vilaine arrivent au Musée de Bretagne. Donc, c'est une convention qu'on a revue en 2019. On a un petit peu restreint les objets que l'on accueille. Maintenant, on accueille essentiellement des objets qui vont pouvoir être présentés en exposition. Et puis des objets qui ont vraiment besoin de conditions de conservation spécifiques qui ne peuvent pas être dans un dépôt de fouilles, qui ne sont pas là dans les dépôts de fouilles. Donc voilà, des objets qui vont avoir besoin d'hygrométrie, d'un climat vraiment particulier. Donc on continue à consolider les fonds historiques. Donc l'idée, c'était d'avoir plus d'objets sur la période médiévale, si possible, le 18e. Alors ce sont des objets qu'on a beaucoup de mal à rentrer dans les collections. On a acquis cette bourse des États de Bretagne ici que vous voyez en bas à droite, mais on a beaucoup de mal à trouver des objets qui nous paraissent intéressants à acquérir, dont l'histoire est bien connue. Voilà, donc on est très prudent, on aimerait en acquérir plus, mais on est très prudent là-dessus. On continue à consolider le fonds sur l'affaire Dreyfus, puisqu'on a un gros fonds lié au second procès de Dreyfus à Rennes. Voilà. Et puis, on fait des collectes de terrain. Donc, les 5 dernières années, 3 collectes différentes. Une sur les festivals et la musique, une sur le boire, le fait de boire en lien avec notre exposition, et puis une sur l'arrivée de la LGV à Rennes. Donc, ce sont des collectes qu'on essaye à chaque fois d'enrichir de témoignages, mais qu'on ne réussit pas à faire systématiquement. Les collections photographiques, ça c'est une grosse collection au musée. On a sans doute 500 000 items. On est actuellement en train de faire un chantier des collections photographiques. Donc dans 5 ans, on saura vous dire exactement combien de négatifs photographiques on a. On les rentre dans notre outil de gestion et on les numérise. Donc on continue à enrichir cette collection par des images anciennes. Alors là, par exemple, en bas, on a une photographie des photographes Charles et Paul Géniaux, quelques photographies, peu de fonds photographiques. On a rentré beaucoup de fonds photographiques dans les années 70 et 80. Donc quand je dis fonds photographiques, c'est vraiment le fonds d'un photographe de ville ou de campagne, et on accueillait la totalité de sa production. Donc sur les 5 dernières années, on n'en a accueilli qu'un et on a fait des tris assez drastiques pour garder quand même encore quelques milliers de négatifs, mais on a quand même trié. D'autres images, d'autres photographies. En bas à droite, vous avez notamment une des toutes premières photos de la guerre de Brest. Et puis l'ouverture à la création contemporaine, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a réussi à le faire pour la photographie contemporaine, avec des photos à droite, vous avez Charles Frégé. En bas, en haut, le photographe anglais, dont le nom m'échappe tout de suite, mais ça va me revenir. Donc on a réussi vraiment à ouvrir sur la création contemporaine photographique. C'est vrai qu'on n'a pas acquis, on a acquis aussi un petit format de vidéo, mais voilà, pas d'objet pour le moment. On aurait pu imaginer des brodeurs contemporains, des designers. Voilà, pour le moment, ce n'est pas encore rentré dans les collections. Alors, on continue à interroger de nouveaux champs. Donc ça, les nouveaux champs, c'est ce qui était inscrit dans notre PSC comme axe à développer. Donc l'histoire de Rennes. Donc vous voyez ici l'affiche publicitaire du bâtiment Les Horizons, qui est un bâtiment assez emblématique de Rennes, une plaque d'égout. Alors le constat qu'on fait, c'est qu'on a réussi à acquérir beaucoup sur le centre-ville de Rennes, beaucoup moins sur les quartiers. Mais ça viendra certainement, mais voilà, c'était un petit peu notre constat. D'autres vues plus anciennes, un tableau de Jules Coignet, des dessins de Félix Benoît, qui ont été publiés ou pas en gravure, en estampe après. Donc ce fonds-là, ces fonds en fait sont dans la continuité d'une exposition qu'on a faite aussi sur l'histoire de Rennes, mais on continue à acquérir des documents sur ce thème.
L'actualité sociale et politique, c'était aussi un axe à développer dans le PSC. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait avec un fonds notamment d'affiches de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Donc, vous voyez les affiches à droite de l'écran. On a également un tout petit fonds sur Notre-Dame-des-Landes, puisque vous l'avez vu la fois d'avant, dans la première partie du séminaire acquisition. C'est en fait le MUSEM qui a fait une grosse collecte sur tout le matériel de manifestation, de résistance autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc nous, on a vraiment quelques objets, une affiche, enfin on a un minuscule fonds, on a laissé le MUSEM acquérir. Le tourisme et les loisirs, c'était aussi un fonds qu'on souhaitait augmenter, qui était vraiment très très faible dans les collections. Donc on a acquis des objets assez classiques, des affiches, des petites poupées en costume, un éventail publicitaire des chemins de fer de l'Ouest, ces bols soi-disant bretons qui ont été... il y a eu toute une série de fêtes avec des noms de groupes de rock. Et puis un petit souvenir de Rennes. Les souvenirs de Rennes sont rares, parce que Rennes était moins touristique que le bord de mer, donc on en a peu. Donc ça, ces objets restent assez classiques. En revanche, on a eu l'opportunité d'acquérir le mobilier d'un hôtel à Lorient. Donc ça, c'était vraiment une belle opportunité. Donc là, je vous disais tout à l'heure qu'on ne pouvait plus acquérir de mobilier, mais là, on a réussi à faire de la place parce que c'était vraiment un ensemble exceptionnel. Donc dans ce bâtiment que vous voyez là, il y avait 3 étages de chambres d'hôtel qui étaient restées vraiment dans l'état dans lequel elles avaient été mises. Enfin, le mobilier avait été acheté en 1950. Vous voyez la photo en bas à droite, rien n'avait bougé. Donc ça a été l'occasion de faire un vrai collectage avec des prises de vue, avec des maîtrés, avec des entretiens avec la fille de la personne qui tenait cet hôtel. On a acquis du mobilier, enfin on a fait tout un travail de documentation sur cet hôtel. Et puis on a travaillé avec les archives de Lorient, c'est-à-dire que les registres des clients sont partis aux archives de Lorient. Nous on a pris le mobilier, c'est un peu aussi ce que disait Émilie Girard la fois d'avant, entre les archives nationales et eux. Voilà, on a bien travaillé ensemble pour réussir à garder l'histoire de cet hôtel. Donc, un bilan globalement positif qui répond aux grands axes du PSC qui a été écrit en 2015. L'iconographie dominante. Des domaines qui demandent encore à être enrichis. On les a vus tout à l'heure. On aimerait bien trouver des objets plus anciens. Alors, c'est vrai que c'est une lourde charge pour le suivi de l'inventaire, la photo, la numérisation, mais on y arrive. On est une équipe, on a 2 personnes dans la cellule qui font de l'inventaire, qui ne font pas que ça, bien évidemment, mais qui participent à l'inventaire. Et puis, on a tous les ans la chance d'avoir un stagiaire pour nous aider à suivre cet inventaire et à numériser, photographier. Et puis, ce sont des collections qu'on valorise en développant de nouvelles formes d'éditorialisation, comme le portail des collections qui a ouvert en 2017, qui permet de consulter les collections. On a également ouvert un blog pour aller plus loin que la notice d'inventaire, en fait, pour raconter comment les collections rentrent dans les collections, pour aller au-delà de la simple information, mais avoir des articles plus conséquents sur la manière dont on acquiert les collections. Voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très riche, qui recoupe du coup certaines problématiques qui ont été évoquées, mais qui en ouvre aussi de nouvelles, notamment la question de la collecte, ce que vous appelez le collectage de terrain. Donc, je pense qu'on y reviendra parce que cette question de la collecte active, c'est aussi un sujet en termes de méthodologie, de capacité de travail, d'organisation, de lien avec l'université. Donc voilà, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure au moment des échanges. Et donc, je propose qu'on passe tout de suite à la 4e et dernière présentation. Pour rester donc après Rennes en contexte urbain, on va passer à Suresnes, en Île-de-France. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Donc, on va sans doute rebondir avec Marie-Pierre de Guillaume, qui est la directrice du Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes. Donc, pour commencer, je vais vous faire une petite présentation de l'historiographie des collections. Donc, il faut savoir qu'elles sont réunies depuis 1890, au début par des érudits locaux, et le fonds s'est constitué principalement dans la première moitié du XXe siècle. Donc, nous nous retrouvons avec un fonds ethnographique qui parle de la vie paysanne qui disparaît avec l'industrialisation, la viticulture notamment, et un autre fonds annexe qui comprend des collections caricaturales,
sous forme de sculptures, d'art graphique, notamment autour des personnalités politiques du Second Empire et de la Troisième République, et également pour compléter la présentation de notre collègue de Bretagne, un énorme fond sur l'affaire Dreyfus, ainsi que 70 000 cartes postales qui n'ont pas été inventoriées depuis, mais qui appartiennent au fonds documentaire. Donc, comme je vous le disais, avant 1998 et l'arrivée de Marie-Pierre de Guillaume, c'était un musée qui était géré par des amateurs éclairés, constitués en société historique et artistique. Donc, il y avait une politique d'acquisition qui était pour le moins inexistante, où on acceptait volontiers de nombreux dons et de nombreuses propositions. Et ces collections ont été données à la ville en 1953. Donc, depuis 1998, on peut vraiment parler d'une politique d'acquisition vraiment bien déterminée qui cherchait à mettre en évidence les spécificités de Suresnes et de son territoire, à savoir l'industrialisation qui était quasiment absente des collections, la blanchisserie, la biscuiterie, la parfumerie, l'automobile, etc. Et surtout l'urbanisme social de l'entre-deux-guerres avec l'architecture au niveau de la cité-jardin, toute la vie qui l'accompagne et ses équipements, et aussi de l'école de plein air dont Suresnes possède un exemple remarquable aujourd'hui classé monument historique. Donc voici ce qui a été défini à partir de 1998, vraiment établi dans le premier projet culturel et scientifique de 2001. Donc ce nouveau fonds s'est constitué avec des achats en vente aux enchères, des collectes au niveau des établissements scolaires. Alors ça s'est parfois transformé en archéologie sous-marine et autres dans les caves des écoles, dispensaires. On vous entend pas, Marie-Pierre. Souterraine. Souterraine. Peut-être pas sous-marine, mais Non, souterraine. heureusement. Et un très beau don de 530 cartes postales, 530 photographies qui témoignaient de la construction de la cité-jardin. Donc, depuis ce moment-là, les collections passent systématiquement en commission d'acquisition. Et comme elles étaient inscrites dans la programmation future du musée, ces acquisitions ont souvent été suivies d'une politique de restauration et bien entendu un inventaire et une couverture photographique à la suite. Donc depuis 2013, depuis 2001, cette politique d'acquisition a été affirmée dans les projets scientifiques et culturels qui se sont suivis, à savoir celui de 2015-2020 et puis celui qu'on est en train de rédiger pour les années à venir. Juste pour ajouter une nouvelle problématique de ce qu'on a souligné avec nos collègues, en parallèle à ce développement des acquisitions pour enrichir les nouvelles thématiques du musée, on a aussi dû faire face à une politique d'inventaire rétrospectif qui a correspondu au déménagement dans nos nouvelles réserves et également à des restitutions de la Société d'histoire de Suresnes qui sont intervenues à ce moment-là, donc un certain nombre d'années après que les collections aient été données à la ville. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec un peu plus de 5000 œuvres qui constituent le fonds ancien et environ 4000 œuvres acquises depuis 1998. Donc j'ai perdu, excusez-moi, mon petit texte. Pour revenir sur la politique d'acquisition dont on a dressé le bilan à l'occasion de la fin de ce projet scientifique et culturel, des grands axes se dessinent. Donc, un budget qui parvient à se maintenir, puisque nous sommes aujourd'hui environ 4 000 € de budget annuel pour ces acquisitions. On a un rythme de travail qui nous permet d'avoir une veille sur les sites de vente aux enchères et aussi d'être en contact avec un certain nombre de donateurs ou de vendeurs spécialisés dans les domaines qui nous intéressent. Nous réussissons à passer systématiquement les dossiers soit en délégation permanente quand il s'agit de vente, soit en commission scientifique des collections pour des dons et autres, et ensuite à franchir l'étape suivante qui est le passage en conseil municipal pour
pour rentrer ces collections à l'inventaire du musée à la suite. Grâce aux outils dont on dispose, à savoir notre site internet propre et l'infolettre, on peut valoriser ces acquisitions au fil de l'eau et ça montre aussi la vie du musée à nos publics. Donc, sur les 5 dernières années, en faisant le bilan à l'occasion de la fin du projet scientifique et culturel, on arrive sur un équilibre entre 50% d'acquisitions à titre onéreux et 50% d'acquisitions issues de dons, collectes et changements d'affectation. Donc, on constate vraiment depuis quelques années que nos collègues des services municipaux sont sensibilisés aux thématiques du musée. Donc, ils ouvrent l'œil quand eux-mêmes font des explorations souterraines. Et quand on peut se tourner vers eux, quand les usagers se tournent vers eux pour apporter des éléments qui pourraient être considérés comme patrimoniaux. Donc, depuis 2015, 28 acquisitions ont été réalisées pour 573 œuvres. Donc, vous voyez qu'on acquiert parfois des fonds de cartes postales, d'ouvrages ou des œuvres seules, principalement ces dernières années autour de l'industrie. On cherche parfois des moyens détournés pour évoquer l'industrie automobile, par exemple, avec des modèles réduits, des petits camions jouets qui nous permettent d'avoir l'objectif de présenter ces collections et pas seulement de les garder bien au chaud dans nos réserves. Je voulais souligner 5 acquisitions qui ont été présentées en commission et qui n'ont pas abouti, soit parce qu'on n'a pas pu couvrir les enchères ou parce qu'on s'est fait doubler par des musées et institutions avec un budget très conséquent. Et enfin, donc les grandes perspectives qui se dégagent de ce bilan des acquisitions des dernières années. Donc, c'est un certain nombre de points positifs. On a la chance d'avoir des nouvelles réserves depuis 2015 qui bénéficient d'un espace pour un petit accroissement des collections et qui nous permettent également de traiter ces œuvres, de les prendre en photo, de les dépoussiérer assez facilement. Les acquisitions, pour nous, c'est un moyen de mobiliser nos collègues, puisque quand on est face à des ventes aux enchères qui se déroulent à l'autre bout de la France, on a à chaque fois des échos très positifs d'autres institutions qui vont faire les constats d'état pour nous et qui prennent toutes les informations nécessaires. Et enfin, les nouveaux problèmes qui se dessinent. Alors bien sûr, il va y avoir les impondérables comme les difficultés de prévoir les ventes qui vont avoir lieu dans l'année et qui parfois nous conduisent à faire des coups de poker sur les acquisitions sans savoir ce qu'on va nous proposer par la suite. Et la question également de la documentation. Lors de nos passages en commission d'acquisition ces dernières années, on nous a orientés pour un certain nombre de collections, notamment les fonds photographiques, sur une non-inscription à l'inventaire, mais plutôt une conservation dans le cadre du fonds documentaire. Et ça pose aujourd'hui la question de leur localisation, de leur rangement de manière tout à fait factuelle. Et voilà, est-ce qu'on fait une base de données parallèle à notre base de données des collections? Est-ce qu'on part sur un autre système de classement? Ça, ce sont des questions qui se posent actuellement. Et ça va être la même chose pour des fonds annexes. Donc, nous, on ne va pas forcément partir sur des collections à vocation pédagogique, mais ce qui nous concerne, ça va être plutôt des objets anciens qui viennent agrémenter, décorer l'appartement patrimonial, qui est un appartement des années 30 reconstitué dans la cité Jardin, pour lequel on a fait appel à un certain nombre de dons et pour lequel on a acquis des choses aux puces et auprès de vendeurs particuliers. Donc tous les objets qui viennent décorer cet environnement nécessitent également un suivi qui pour l'instant n'est pas tout à fait optimal. Et je rajouterais simplement,
aussi, on se pose la question de la collecte du contemporain dans le cadre aussi de notre futur troisième PSC. Voilà, que collecter par rapport à l'histoire de la ville? C'est une question. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Bénédicte est encore avec nous. Parce qu'elle devait partir vers 10h. Oui, Aurélie, je suis encore là pour 3 minutes. Ouais. Je te propose de rebondir si tu le souhaites avant de partir. Désolée. Oui, donc merci beaucoup parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, toutes ces interventions. Et ça confirme un petit peu ce que je pensais. Donc, d'abord, la difficulté de passer en commission d'acquisition pour des collectes avec des objets très nombreux. Bon, tout le problème aussi du rétrospectif et de la régularisation dont il va falloir que l'on reparle parce que ça va prendre plusieurs années. Et puis tout ce que vient de dire Marie-Pierre de Guillaume, c'est-à-dire aussi la collecte du contemporain et puis tout ce qu'on peut appeler les objets annexes ou les objets frontières, comme on veut appeler, c'est-à-dire que évidemment, c'est qu'est-ce qu'on en fait, parce que néanmoins, ils méritent un suivi, puisque ce sont quand même des collections qui sont acquises, qui appartiennent au patrimoine de la ville. Donc, on reprend ce que tu disais, Aurélie, le problème de la domanialité juridique de tous ces fonds. Et donc, je pense que c'est un véritable sujet. Puis, au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'avec le recul historique, ces fonds annexes deviennent des fonds historiques et patrimoniaux, dont peut-être une partie seront susceptibles d'être un jour inscrits à l'inventaire du musée. Puisque moi, quand je travaillais au château de Compiègne, on avait eu cette réflexion sur le fonds photographique du Second Empire, des photos qui étaient mises dans les dossiers d'œuvres, en particulier qui permettaient de documenter les anciens appartements, mais c'était des photos du Second Empire qu'on a fini par mettre sur l'inventaire du musée avec le recul historique. Donc je pense qu'il y a toujours cette espèce de période transitoire ou ce moratoire sur les collections qui est toujours difficile à gérer. Donc, je pense que cette réflexion aussi sur la collecte du contemporain est importante à mener, peut-être d'ailleurs avec le MUSEM, pour mettre au point peut-être une petite méthodologie ou un petit kit méthodologique pour comment mener une enquête, collecte, le rapport, comme tu l'as dit Aurélie, avec les divers toujours facile, et la recherche dans les musées qui n'est pas toujours facile à mener parce qu'on a besoin de recherche au plus près des collections et pas forcément des grands programmes de recherche qui sont, enfin, selon moi, un peu hors sol. Donc, je pense que voilà ce que je voulais vous dire, mais c'était merci beaucoup pour ce groupe de travail. Et puis, donc, je suis obligée de vous quitter. Là, je suis vraiment désolée, mais j'ai une urgence. Merci. Désolée de vous quitter. Merci. Bonne journée, Bénédicte. Au revoir, Bénédicte. Donc, effectivement, c'était une série de présentations extrêmement riches. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà des envies de rebond, de questions sur certaines problématiques particulières. N'hésitez pas à vous manifester. Sinon, je vais lancer quelque chose de façon totalement arbitraire. Bon, en attendant que les petites mains se lèvent, parce que je n'en vois pas. Ah, si. Alors, qui lève la main? Gabrielle Michaud. Bonjour. Bonjour. Gabrielle Michaud, je suis directrice du musée alpin, Musée de France et du réseau des musées de la vallée de Chamonix. On est actuellement en gestion d'à peu près 80 000 pièces de collection, donc une grosse collection photographique qui relève plutôt des archives, mais qui est un petit peu gérée par les musées. Et moi, je voulais aborder la question du tri et de l'importance que ça peut avoir pour un responsable des collections de savoir faire du tri. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos collègues du monde des archives de ce point de vue-là. J'ai travaillé successivement dans plusieurs musées, sociétés, écomusées, et à chaque fois, on se retrouve face à un arriéré de gestion et des monceaux de choses quand on ouvre les placards qui ont perdu parfois beaucoup de leur intérêt et de leur sens parce qu'ils n'ont pas été documentés à l'époque où ils ont été acquis, soit par don, soit par achat, mais souvent c'était des dons. Et 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, quel sens ont ces objets?
dans une collection. Donc, je voudrais vraiment insister sur cet aspect-là, qui me paraît vraiment primordial et qui doit donner du sens à l'action du musée. Et ça permet après derrière aussi de pouvoir dire aux donateurs potentiels, ben non, votre objet il est intéressant, certes il est joli, mais vous n'avez aucune histoire à nous raconter autour, donc nous on va rien avoir à raconter aux visiteurs ensuite avec. Voilà, c'était un peu le sens de mon intervention. J'en ai peut-être une deuxième affaire, alors j'enchaîne. C'est concernant les passages en commission scientifique d'acquisition pour les musées de France. Dans les petites structures, on se fait parfois une montagne de ce que c'est. Moi, je pense que c'est important parce que ça nous oblige justement à structurer notre activité et à documenter nos collections. Si on ne le fait pas à ce moment-là, en général, on ne le fera jamais et c'est perdu. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage. Alors du coup, je vais me permettre de rebondir en attendant voilà, des réactions. Sur la question du passage en commission, effectivement, il y a parfois aussi certaines blessures, on va dire ça comme ça, liées à un manque de compréhension, souvent, dans certaines commissions, de ce qu'est l'ethnographie et notamment la question de l'enquête collecte, l'objet témoin, voilà. Et donc sur la question des années 70 à nos jours, comme le disait Florence lors de son intervention, on est souvent sur des produits de consommation courantes qui interpellent certains membres. Alors, il y a des renouvellements de génération aussi qui font que les choses évoluent, mais sur certaines réactions de commission, on va dire qu'on est sur une bienveillance plus ou moins affirmée selon les régions et selon les compositions. Donc, mais en tout cas, je rejoins vraiment le constat de l'intérêt en termes de structuration de la réflexion, de la documentation, ne serait-ce que de collecter les témoignages des donateurs. Ça aussi, c'est finalement le dossier de la commission nous impose un petit peu ça. Et sur la question du tri, très très rapidement, une information en fait, alors ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, puisqu'au début, on aurait voulu faire ça cet automne, mais malheureusement, je vais faire faux bond à mon équipe pendant quelques mois. Nous souhaitons organiser avec la FEMS et le MUSEM une journée d'études sur la question du tri-sélection, parce que c'est vraiment un sujet brûlant dans de nombreux établissements, surtout quand il s'agit de traiter les accumulations du temps passé avec parfois des collectes de sauvetage qui n'étaient pas réellement faites pour être patrimonialisées et puis qui sont devenues un peu sanctuarisées avec la loi Musée de France et sur lesquelles effectivement il y a un enjeu parce que beaucoup d'objets sont muets et ne témoigneront, je dirais, plus jamais, contrairement parfois à certains objets archéologiques. Là, on va surtout être sur des séries. Enfin, on a un vrai problème sur le tri-sélection. Donc ça, c'est un sujet qui fera l'objet d'un travail un petit peu plus spécifique en 2022. On vous en reparlera. Alors, j'ai vu que Marianne Guérin avait souhaité intervenir. Et ensuite, je donnerai la parole à Marie-Pierre de Guillaume. Bonjour, j'enlève, je me suis emmitouflée, il ne fait pas très chaud. Bonjour, donc je suis la directrice du musée savoisien à Chambéry. Et quand j'ai vu que Gabrielle, qui est une voisine, hein, ça m'a fait penser à une petite action qu'on a mis en place. On a organisé un espèce de club off, on appelle ça des musées de France des Pays de Savoie, donc c'est Savoie et Haute-Savoie. Et on essayait, parce que là, ça fait avec le Covid, on a un petit peu laissé tomber, mais de faire une journée par an thématique où on échange entre musées qui ont des collections en fait qui sont souvent soit identiques, soit complémentaires. Et on s'est rendu compte de la nécessité, chaque fois qu'on faisait des ventes aux enchères, en réalité, de faire une tournée des popotes pour savoir qui allait enchérir sur quoi pour éviter d'enchérir les uns contre les autres. On a déjà le problème parfois avec les sociétés savantes qui, elles, jouent pas du tout le jeu du collectif, très clairement. Ça dépend desquelles, hein, mais certaines. Et voilà, donc nous, on a fait une journée où on a partagé justement
nos politiques d'acquisition. Et on l'avait ouverte aussi au musée dauphinois qui, certes, n'est pas dans notre périmètre, je dirais, historique, puisque la Savoie et la Haute-Savoie ont une histoire un peu à part, mais par contre qui est sur le terrain alpin. Donc, on avait aussi des sujets communs. Donc, on s'est tous rassemblés pour justement évoquer nos grands axes d'acquisition. Certains les ont formalisés, comme nous, on avait écrit en 2012 une politique d'acquisition avec un document. Mais certains avaient une politique d'acquisition sans qu'elle soit réellement formalisée. Mais ça nous a permis, on a même fait un tableau Excel avec qui va sur quoi comme domaine, pour un peu éviter d'abord d'être entre guillemets en concurrence, pour être complémentaire, et puis pour savoir ce que faisait l'autre, pour pas éventuellement lui piquer entre guillemets ou aller sur ses plates-bandes. Par exemple, sur le domaine de l'alpinisme, de la montagne, etc., avec Gabriel Michaud, c'est entre guillemets mis d'accord sur nous, on est plus sur la pratique amateur, et Gabriel, le musée alpin, sur les exploits, etc. Parce qu'on pourrait autrement vraiment, entre guillemets, se faire du tort les uns les autres et voir faire monter les enchères. Donc, c'est important. Je trouve que quand on est dans des régions avec des musées qui ont en commun des collections, de pouvoir aussi s'entendre en amont. Voilà. C'était sur les politiques d'acquisition, un des axes, parce qu'après, moi, je rejoins tout le monde, hein, les histoires de documentation, etc. Et après, avec des collections d'armoires, par exemple, non documentées, c'est merveilleux, ça ne prend pas du tout de place. Mais voilà, après, elles sont inscrites sur inventaire. Voilà. Sur la politique, sur la collecte du contemporain, un dernier truc, on est parti sur une collecte de vêtements de sport de montagne. D'ailleurs, on remercie le musée de Rennes, puisque dans l'hôtel, nous avons récupéré les vêtements de la famille, les vêtements de sport de montagne, voilà, puisqu'ils ont pratiqué, donc, valeur d'usage en Savoie et Haute-Savoie, le ski. Après, voilà, c'est une collection aujourd'hui typiquement qui est en ce qu'on appelle en matériel d'étude pour nous. Donc, c'est une espèce de passage transitoire parce que ce sont beaucoup des matières plastiques et on se méfie de leur évolution et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Très clairement, il y a déjà des mousses qui explosent ou qui s'effritent. Donc, aujourd'hui, on a aussi, comme beaucoup de musées, cette espèce de sas. Et peut-être que dans 10 ans, on fera un nouveau tri en gardant des collections qui auront tenu le choc et qu'on passera peut-être sur inventaire. En tout cas, on a ce sas-là, idem pour les collections d'affiches touristiques contemporaines publiées par Savoie-Mont-Blanc Tourisme, etc. Là, c'est plutôt l'idée de construire un fonds et de le présenter. C'est un accord avec la commission régionale d'acquisition et de le présenter une fois qu'il aura une certaine épaisseur, entre guillemets. Comme ça, on évite de passer 2 affiches par là, 3 affiches par là, parce que c'est des collectes qu'on fait. On essaye de les faire d'une manière raisonnée. C'est extrêmement complexe parce que les institutions jouent plus ou moins le jeu. Voilà, je m'arrête là parce que c'est vrai qu'on peut parler des heures d'acquisition. Et du coup, par exemple, sur la constitution de ce fonds d'affiches contemporaines, comment s'est formalisé l'accord avec la CSRA? C'était, tu as présenté le projet et puis… C'est lors de discussions, puisqu'on avait cette perspective de compléter le fonds et puis on avait commencé à en acquérir. Et puis aussi sur la méthode, on a discuté avec eux. Nous, on s'appuie énormément. Je dis à toutes les structures qui ont peur des commissions d'acquisition, nous, on y est tout le temps fourrés. Au contraire, c'est un peu l'inverse. Et le truc qu'ils adoraient avant le Covid, c'est qu'on amenait les objets. On a beaucoup joué le jeu de trimballer à Lyon toute une kyrielle de trucs. Et c'est un beau partage, un beau moment avec quelques moments désagréables. Oui, quand quelqu'un vous dit en gros c'est moche, ah oui, mais on ne l'acquiert pas parce que c'est une œuvre d'art, mais parce que ça a un intérêt, parce que ça parle par exemple d'une peinture qui parle du changement climatique, la fonte des glaciers, mais qui est picturalement, effectivement, c'est pas du grand art, mais qu'on a un retour très désagréable parce qu'ils n'ont pas compris l'intention scientifique, très clairement. Voilà, c'est des moments, mais bon, comme on est convaincu, on arrive quand même à convaincre une grande partie, mais c'est vrai que des fois, il y a une petite condescendance de certains, voilà, parce qu'ils n'ont pas compris, tout simplement. Mais globalement, c'est plutôt un moment, je dirais, où d'émerveillement devant les objets, tout simplement, et de partage. Et du coup, on arrive beaucoup plus à convaincre. Et puis aussi,
sachez qu'il peut être très aidant quand on nous impose une acquisition. Nous, on leur dit des fois, vous pouvez dire non à notre place. et globalement, ils ont toujours joué le jeu quand, voilà, ça peut être des fois malaisant de dire non à certains donateurs, des donateurs qui ont une certaine puissance politique et à qui il faut dire non, mais d'une manière élégante. Et on demande, entre guillemets, à la commission de dire non. C'est un peu le parapluie. Et on a toujours eu beaucoup d'aide de la commission scientifique pour faire ça. Et sachez que ça peut vous aider. Donc, c'est aussi bien. Et c'est aussi, on construit une relation de confiance. Et justement, en montrant régulièrement ce qu'on fait, et puis éventuellement de présenter une politique d'acquisition, on peut aussi justement parfois avoir des échanges et des conseils. Et juste sur les affiches, c'était plutôt, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et ça a été l'idée de faire plutôt justement ils nous avaient donné des orientations pour acquérir par exemple, par institution. On prend toutes les productions d'affiches, par exemple, des offices du tourisme sur une année, puis après on va sur Savoie Mont Blanc Tourisme, qui est un autre type d'organisme, etc. Donc ça, je peux vous le retrouver en détail, parce que ce n'est pas moi qui l'ai géré, mais voilà, ça peut être aussi ça, la commission scientifique, c'est pas que du malheur, c'est aussi parfois beaucoup de positifs et d'échanges et de construction. Merci Marianne, oui, c'est très intéressant. Marie-Pierre de Guillaume, vous voulez intervenir? Ah oui, Marie-Pierre, votre Je rebondis avec ce qu'a dit Marianne, parce que j'ai l'occasion de participer à la commission d'acquisition des musées d'Île-de-France en tant que membre suppléant par rapport à l'ethno. Et c'est vrai que je vois, du coup, je suis en même temps participante et je présente, et en même temps, je participe en tant que membre de la commission. Et c'est vrai que mon regard aussi enfin pas à changer, mais je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, c'est ça peut vraiment être un échange, un apport. Après, bon, il s'appuie aussi beaucoup sur le projet scientifique et sur la politique d'acquisition. Et par exemple, je citerai un musée où, en fait, qui a changé sa politique d'acquisition et il ne comprenait pas pourquoi cette politique d'acquisition, parce qu'il n'y avait pas un projet qui était bien établi. Et c'est vrai que c'est vraiment un échange, et c'est vrai que c'est pas facile de présenter quelques petites cartes postales ou un petit tableau de 2000 € quand vous avez après des grandes œuvres ou voilà, ou que le musée, parce que vous voyez que nous on est avec les Carnavalet, le musée d'art moderne de la ville de Paris, donc je ne vous dis pas. Mais voilà, il faut rester. Mais c'est vraiment un échange et en effet, comme le disait Emeline, nous on a eu des retours sur nos collections de photographies. Mais pourquoi vous les présentez? Vous les mettez en collection, mettez-les plutôt en documentation. Et là, par exemple, on est en train d'acquérir des albums de photographies. Et je vous avoue qu'on ne va pas forcément les présenter en commission d'acquisition et qu'on va les mettre en collection de documentation, quitte à après peut-être les rentrer aussi dans les collections. Voilà. Merci. Alors, peut-être sur la question des photos, ce serait intéressant que notre collègue de Bretagne puisse nous expliquer ce qui est fait en la matière exactement à Rennes, qui a un énorme fonds. Un énorme fonds, effectivement. Et nous, on rentre, on présente tout en commission d'acquisition et tout est mis en collection, tout est inscrit au registre d'inventaire, en fait. Voilà. On n'a pas, on fait pas de distinction, en fait. On considère que ce sont des fonds qui sont… Oui, mais justement, personne ne vous a dit à la commission d'acquisition qu'il fallait en rentrer, parce que nous, c'est ce qu'on faisait aussi. On présentait nos photographies, on les mettait en collection. Et à un moment donné, on nous a dit « Ah non, mais cela, là, il faudrait que vous… » Emeline, vous pouvez peut-être compléter. Vous ne devez plus maintenant les mettre en collection. Alors, on n'a pas eu ce retour, nous, sur la distinction entre les types de collections. On nous a parfois dit que ce n'était pas la peine, qu'on en avait déjà assez, qu'il ne fallait pas en acquérir plus. Voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est plus sur ces quantités. Mais je crois qu'on ne nous a jamais incité à en mettre dans des fonds documentaires. Non, on n'a pas eu ce retour. Mais après, en fonction des commissions, je pense qu'on a des retours différents les uns les autres.
Et c'est vrai que la question s'est posée donc, pour des photographies issues du monde industriel, c'était pour l'aviation, pour des journaux illustrés, alors que pour une petite série de cartes postales, comme on les avait très bien documentées, leur inscription à l'inventaire a été acceptée. Mais je pense que ça ne coulait pas de source. Marianne, j'ai l'impression que tu as levé la main, ou alors c'est que tu ne l'as pas baissée depuis tout à l'heure. Non, oui, je reviens. Oui, nous, on a eu ce problème, un gros problème sur les photos. J'étais en train autrement de chatter. Sur les photos, ça a été par contre un point désagréable et délicat avec la commission. C'est qu'on nous a plutôt dit qu'en gros, c'était pas de notre domaine, qu'on a essayé de vraiment nous décourager d'acquérir des photos. Donc, je trouve qu'au niveau, on voit bien que commission par commission, dans la France, il y a des positions très hétéroclites, très hétérogènes. Et du coup, très clairement, nous, on a trouvé ça très désagréable parce qu'en gros, on était comme si on n'était pas légitime d'acquérir des collections de photographies. En gros, on nous a dit ça, c'est pour les archives. Bon, donc on avait un très très beau fond. C'est une photographe, Sylvie Chapaz, qui est une photographe qui partait à la retraite et qui a fait beaucoup de photos de montagne, pour des magazines de sport comme Vertical, etc., où on voit des surfeurs multicolores. Enfin, c'est vraiment de la photo. C'est pas artistique, mais c'est publicitaire, mais c'est quand même d'une grande qualité. 40 000 diapos qu'on nous propose comme ça. Nous, on avait très envie d'y aller. Et en gros, on a dû demander aux archives départementales de les prendre parce que nous, en commission d'acquisition, on a joué le jeu, et pour le coup de la transparence, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais là, ouais, on est revenu assez déçus, très clairement. Et je ne comprends pas bien le pourquoi du comment, parce que historiquement, on a beaucoup de photos dans notre fond. Donc, on est revenu un peu échaudé. Et on se rend compte que, alors je ne sais pas si c'est du local, du national, les positions ne sont pas très claires. Même parfois sur les cartes postales, je trouve que c'est un peu pas très clair entre c'est documentaire ou c'est pas documentaire. Alors, on pourrait comprendre le multiple, mais sur des collections de photographes, là, on avait un fond complet avec documentable, puisqu'elle est vivante, elle peut tout nous raconter. Elle voulait bien jouer le jeu aussi de les nommer et de les trier avec nous. On a tout refilé le bébé aux archives. Bon, après, on est dans la même direction, etc. Il n'y a pas de souci. Mais très clairement, elle nous avait identifié, nous, parce qu'elle savait qu'on faisait un chantier des collections, etc. Et j'ai trouvé ça un petit peu injuste, quelque part, parce que le fond nous échappe et quelque part, la reconnaissance aussi par les élus, etc. Puisque c'est aussi ça, on défend notre beefsteak, hein. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé qu'il y a des endroits, bien entre guillemets, on les encourage et ils ont le droit, et nous, on n'a pas le droit. Bon, voilà. Oui, je rejoins ton ressenti. Moi, j'ai eu un cas un petit peu approchant à la dernière commission scientifique d'acquisition, où, dans le cadre d'une collecte autour d'une famille, nous avons sélectionné des corpus d'objets témoins, intégrant, dans certains cas, des collections d'iconographie. Alors, ça pouvait être de la photo, mais ça pouvait être aussi des documents, des diplômes, des choses comme ça. Donc, selon l'intérêt scientifique, on va dire, de ces objets-là, soit on a proposé de les inscrire directement à l'inventaire patrimonial, soit en fonds documentaire. Et il y a eu un débat sur les photos où tout de suite la conseillère musée a donné la parole au directeur des archives départementales pour dire mais tiens, mais ça, effectivement, est-ce que ça ne concerne pas plus les archives? Mais ce qui a emporté l'adhésion, c'était qu'il y avait aussi une logique objet. Il n'y aurait pas eu les objets, vraiment, la question était posée. Et j'ai l'impression que sur la légitimité photo, enfin sur la photo dans les musées de société, il y a vraiment des montagnes russes un petit peu sur le sujet, parce qu'on voit bien aussi, par exemple, que pour la structuration des grands départements, quand on fait passer de la photo contemporaine, il faut passer par le Centre Pompidou. Donc, c'est un point qu'on a abordé au jeudi numéro 3, où on a parlé d'acquisition, où on s'était quand même mis d'accord avec Bénédicte Roland-Villemot et Émilie Gérard pour solliciter malgré tout l'avis du MUCEM, qui normalement n'est pas grand département sur la photo sur ces sujets-là. Mais on sent qu'il y a quelque chose effectivement de très empirique et très aléatoire en fonction des régions. Ouais.
Nous, on nous demande de trier, de réduire la quantité, mais en fait, on n'a pas... le musée aussi acquiert des photos depuis 50 ans et a vraiment une légitimité dans ce domaine-là. Donc, ça ne pose pas question chez nous, mais par contre, c'est la quantité qui pose question. Je vois que Marie Potcher a levé la main du musée alsacien à Strasbourg. Oui, bonjour à tous et merci pour ces présentations. Effectivement, je voulais réagir à ces échanges et ce que disait Gabrielle au sujet de la photographie, notamment quand elle évoquait effectivement le lien avec les archives, parce qu'ils sont dans la même direction. En fait, on a eu, nous, des remarques similaires. Hein, nous, on passe tout en commission d'acquisition également. Et je rejoins tout à fait ce que disait Gabrielle toujours, parce que je trouve que c'est intellectuellement très stimulant. Et puis, quand on se pose nous-mêmes la question, effectivement, de savoir, voilà, est-ce qu'on va faire entrer ou pas en collection, quelquefois, effectivement, c'est de manière tout à fait concrète, c'est de dire, bon, ok, est-ce que, voilà, est-ce que je me sens vraiment d'aller le défendre en commission d'acquisition? Et je trouve que c'est même, voilà, intellectuellement un exercice intéressant. Et bon, d'habitude, ça se passe très, très bien, voilà. Mais effectivement, ce que disait Gabrielle au sujet de la photographie, le fait qu'étant voilà, dans la même direction que les archives, pourquoi pas aux archives? Nous, c'est une question qui nous est qui nous a été plusieurs fois posée dès lors qu'on s'est intéressé à la collecte du contemporain. Comme le musée de Bretagne, on a une politique assez proactive dans ce domaine, notamment dans le domaine de la photographie. Et c'est quelque chose qui est revenu régulièrement, c'est mais pourquoi vous prenez, voilà, pourquoi vous proposez les acquisitions de photographie contemporaine, pourquoi ça n'irait pas au musée d'art moderne, qui relève de la même direction des musées? Donc en fait, effectivement, donc, bon, pour l'instant, effectivement, à partir du moment où on leur avait expliqué que oui, évidemment, c'est un photographe contemporain, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le regard anthropologique qui est porté sur ces photos. C'est la photo comme aussi témoignage, comme outil de compréhension d'un territoire ou d'un phénomène de société. Voilà. On a réussi pour l'instant jusqu'à présent à justifier tout à fait cette position. Et par rapport à ce que tu disais Aurélie, effectivement, nous, c'est quelque chose, enfin moi, que je fais systématiquement justement pour des dossiers comme ça, dès qu'on va être effectivement sur la photo, sur de l'art contemporain, des choses comme ça, c'est un double avis du Centre Pompidou, d'Orsay, voilà, selon les cas, puisque voilà, pour nous, c'est exactement la même chose aussi dans le domaine de la peinture, dans le domaine des arts décoratifs, hein, puisqu'on achète aussi pas mal d'art décoratif, notamment de la marqueterie, puisqu'il y a toute une histoire de la marqueterie au début du XXe siècle en Alsace. Donc ça passe par Orsay ou par Beaubourg, et toujours, systématiquement, moi je tiens à un avis du MUSEM également là-dessus, parce que le regard n'est pas le même, et voilà, donc je pense que c'est s'appuyer sur ces regards-là pour montrer que finalement, c'est le regard qu'on va porter sur cette œuvre ou cet objet qui va justifier effectivement l'entrée dans nos collections et pas uniquement le médium. Oui. Mais en fait, c'est un sujet qui pourrait être étendu à d'autres types de supports. En réalité, enfin, les objets sont polysémiques et on est malgré tout dans les musées de France encore sur une logique de support qui est très très forte. Et qui n'est pas toujours très pertinente dans les musées de société pour plein de raisons. Comme je vois que l'heure tourne, qu'il est 10h26 et que malheureusement il y a sans doute encore plein de questions, je me disais qu'il serait peut-être intéressant de vous sonder les uns et les autres sur les grosses thématiques qui pourraient donner lieu à peut-être des échanges éventuellement, si vous en êtes d'accord, une espèce de mailing list de travail, parce qu'il y a beaucoup de sujets passionnants qui ont été mis sur la table, le tri, les objets témoins, les objets frontières, les objets muets, la documentation, la collecte aussi. Et voilà, j'ai peur qu'on sorte un petit peu frustré. Là, on commence à lancer, les échanges, mais je pense que tout le monde ne pourra pas rester au-delà de 10h30. Si je peux me permettre une petite précision sur ça, Aurélie, du coup, pour envisager la suite, ce qui serait intéressant, en fait, on est en train de refondre notre plateforme, donc il va bientôt être prête, et donc dans lequel il y aura un tout nouveau espace adhérent, beaucoup plus développé, avec vraiment plus une fonctionnalité justement de forum, pour développer justement des thématiques, appel au réseau, etc.
Donc du coup, juste pour vous dire que ça peut être tout à fait, au lieu de partir peut-être sur une mailing list, enfin l'un n'est pas compatible avec l'autre d'ailleurs, voilà, on peut aussi peut-être envisager de créer un fil de discussion thématique, voilà, pour poursuivre les échanges sur ces sujets. Ce serait bien. À quelle période le nouvel espace sera fonctionnel? Alors là, c'est vraiment notre prestataire est en train de finaliser, donc a priori, on aimerait pouvoir déjà vous présenter un peu quelque chose à notre AG, mais sinon ce sera, je pense que d'ici fin avril, par exemple, ce sera fonctionnel. Super. Du coup, je vois que Fabienne avait demandé la parole également. C'était juste pour partager avec vous une expérience. En fait, l'argument massu, nous, dans nos commissions d'acquisition, maintenant, c'est le PSC. Avant la construction du PSC et la construction de la politique d'acquisition, les passages en commission étaient beaucoup plus désagréables, beaucoup moins bienveillants que maintenant, en fait, où dans notre dossier d'acquisition, tac, on met directement la référence à l'argument béton du PSC et ça passe beaucoup mieux. Voilà, c'était juste pour revenir sur ce que disait Marie tout à l'heure. Partage d'expérience, c'est tout. Oui, et moi je dirais même plus parce qu'effectivement, moi j'ai, comme je crois que c'est Marie-Pierre disait, moi j'ai le double regard effectivement puisque je suis membre de la CSR Bretagne. C'est super pour quand on est membre d'une CSR d'avoir de savoir que ça fait référence au PSC, voire d'avoir le PSC ou l'extrait peut-être le chapitre en fait sur la politique d'acquisition. Parce que ça permet tout de suite effectivement d'évaluer, enfin c'est vraiment et peut-être effectivement pour reprendre ce que disait Marjolaine et ce que tu proposais comme suite Aurélie, ce qui pourrait être pas mal en plus de la mailing list et peut-être sur cette plateforme Marjolaine, c'est que ceux qui ont un PSC ou ceux qui ont une politique d'acquisition peut-être le déposent. Ça permettrait effectivement qu'on puisse chacun voir comment chacun construit sa propre politique d'acquisition et voilà, pour les uns ou les autres, ça peut être source d'inspiration. Marianne, tu voulais intervenir? Non, mais je trouve que c'est une super idée. Parce que je vois ta petite main levée. Oui. Donc effectivement, déposer des documents ressources sur le site contributif de la FEM serait bien. Et puis dans les propositions aussi que tu faisais, Marianne, il y avait cette idée d'organiser des modalités de communication et de non-concurrence sur les acquisitions en explicitant le qui fait quoi, etc. Je trouvais que c'était un principe vraiment très, très intéressant. Et donc, je me disais qu'on pourrait sans doute travailler ça au niveau des référents régionaux pour que ce soit pertinent et efficace. Hop. Alors, attendez, je regarde dans le chat. Non, bon, donc ça fait un gros bide. Là, après, c'est à chacun de voir qui sont ses voisins pertinents. Je crois qu'il y a… Voilà. Ouais. Bah, je pense que nous, déjà, avec Florence, on aura pas mal de choses à se dire. Il y avait une collègue tout à l'heure de l'écomusée de la Maison Michaud aussi, je crois, qui était par là. Je ne sais pas si elle est toujours là. Non, je crois qu'elle a dû partir. Est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions? Marie? Oups. Pardon. Oui, non, c'était pas une question, c'était effectivement aussi une remarque par rapport à cette question effectivement de la collégialité sur un territoire régional ou quel qu'il soit. On avait essayé de mettre en place, enfin on avait mis en place avec nos collègues en Alsace un espace en fait de plateforme où chaque été les propositions de dons auxquelles ils n'avaient pas souhaité donner suite. Et en fait, ce qu'on disait souvent aux donateurs, leur disant voilà, écoutez, nous, on ne donnera pas suite parce que ça n'est pas pertinent par rapport à notre politique d'acquisition. En revanche, si vous en êtes d'accord, on le déposera sur la plateforme où on a un certain nombre d'autres musées du territoire qui pourraient, eux, être intéressants. Alors, ça a fonctionné un temps. Après, on a tous été pris par diverses choses. Le confinement est venu par-dessus et c'est resté un petit peu en suspens. Mais je pense qu'il faudrait qu'on le remette en route.
Et finalement, c'est pas très compliqué, pas très lourd. C'est une petite discipline de chacun. Voilà. Ça peut être assez utile, notamment effectivement pour des musées qui sont pas très connus ou auxquels les donateurs ne pensent pas forcément à faire appel et qui n'ont pas nécessairement effectivement des crédits d'acquisition très importants. Bon, eh bien, écoutez, malheureusement, j'ai l'impression que le temps imparti est écoulé. Donc, je vois que Marjolaine sur le chat précise que la FEMS peut centraliser les échanges et si besoin via la plateforme. Donc, je pense que ce sera une solution vraiment intéressante. Et si plus personne n'a de questions dans l'immédiat, malheureusement, je vous propose de clore cette séance d'échange. Je suis dégoûtée. Ah, qui est dégoûté? Ah, pardon. C'est Christine Larsen à l'écomusée Maison Michaud. Oui. J'ai essayé de prendre la main, j'ai désactivé mon micro, mais a priori ça fonctionne. Je n'ai pas parlé trop fort, mais vous m'avez entendu. Oui, donc je suis toujours là. Nous, on n'est pas Musée de France, hein, on est une association. Moi, je suis arrivée au mois de décembre. Et en fait, on profite de la situation actuelle pour refaire l'inventaire. Donc, il n'a pas été fait depuis 2008, cet inventaire, à la Maison Michaud. Donc, on a énormément d'objets. Je n'ai pas encore le total. Et en fait, on est une ferme d'alpage du XVIIe siècle. Et on est situé dans le Haut-Doubs, à Chapelle-des-Bois, à côté de Mout et de Pontarlier. Donc, pas loin de Besançon, pas loin de Nancray non plus. Et nous, notre problématique, c'est pas tant de faire des acquisitions, c'est de pouvoir donner des objets qui prennent énormément de place et qu'on a en double ou en triple. Voilà. Donc, j'étais intéressée pour participer à cette réunion, pour savoir un petit peu comment vous vous organisez pour les acquisitions, pour les réserves, le stockage, voilà. Mais cette problématique de Musée de France et puis de projets culturels et puis de commissions d'acquisition, elle ne nous concerne pas réellement. En revanche, on a une problématique de conservation du matériel qui est quand même assez abîmée pour beaucoup, et puis des réserves, la gestion des réserves qu'on n'a pas, et puis de mettre en valeur les objets qui sont parlants. Et voilà. Donc, on a normalement une stagiaire qui doit arriver la semaine prochaine pour aider à l'inventaire, à refaire les cartels, retrouver un petit peu l'usage des objets, retrouver un peu les histoires pour chaque objet exposé, pour refaire une belle expo. Et puis surtout, ma question, c'était est-ce qu'il est possible de faire des dons? Par exemple, on a une grande table de lapidaire, donc c'est très très lourd, ça prend beaucoup de place et elle est en très bon état. Mais malheureusement, elle n'est pas à sa place là où on l'a mise dans la grange. Et du coup, ce n'est pas du tout sa place dans le musée, quoi. Et on n'a pas de lieu de stockage. Ce que je vous propose, parce que je pense que vous avez déjà rencontré Mathilde et Adrien, alors qui participent à la réunion. On pourrait peut-être se rencontrer à Besançon en associant Florence aussi, sachant que la référente régionale côté Franche-Comté suisse, c'est la directrice du musée de Nancray, Virginie Duède. Et donc, ça, c'est des problématiques, je pense, plus territoriales qu'on pourrait régler entre nous, je dirais. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Je vous envoie mes coordonnées sur le chat, mon mail. Oui. Puis, envoyez-moi un petit message avec vos nouvelles coordonnées, comme ça, on va boucler ça ensemble. Je joins mon email également parce que, voilà, comme disait Aurélie, ça va aussi concerner le musée de Nancray sans doute. Donc, oui, tout à fait. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, je vais devoir faire la maîtresse du temps là. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Je remercie aussi les intervenantes pour leurs interventions vraiment très très intéressantes qui ont beaucoup soulevé de questions. On n'a malheureusement pas eu le temps d'échanger sur toutes les réponses, mais en tout cas, le lien est noué et effectivement, la FEMS pourra vraiment faire le relais de mise en relation parce qu'on voit bien qu'on a des sujets très, très liés les uns et les autres.
Hop, donc j'ai l'impression que mon écran s'est figé. Je ne sais pas si, vous m'entendez encore, mais voilà. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Bonne journée, à bientôt. Merci, Merci, bonne journée. Au revoir, à bientôt. Madame Au revoir. Geoffroy vient d'arriver, Emeline. Ah, eh bien, Aux passez-lui archives. le bonjour.